Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Sofia Ornelas et aujourd'hui on va faire une interview à le fondateur de la chocolaterie du Nouveau Monde. Il s'appelle Benjamin et il est aussi le fondateur de le nouveau podcast Bean to Bar. Bonjour Sofia, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Benjamin Bazoge, j'ai 32 ans, je suis père de famille de 3 jeunes enfants et marié. Et j'ai fondé effectivement la chocolaterie du Nouveau Monde en 2020, il y a 4 ans. Et ça y est, c'est parti, on décolle bien. Et puis voilà, je suis très content d'être là ce soir avec toi pour cette interview. Et le lancement de notre version vidéo du podcast, Radio Bean to Bar. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors Benjamin, pourquoi le chocolat ? J'adore le chocolat. Vraiment, c'est un de mes aliments préférés. Ça fait 4 ans que j'ai démarré la chocolaterie et j'en mange tous les jours et tous les jours je me régale. Je me lasse pas du chocolat. Après aussi, c'est un métier qui va toucher à plein de sujets comme la logistique, la production, la vente, le commerce international, les relations avec les producteurs, avec les clients. Et donc, c'est pour moi un métier qui est très complet et qui me nourrit dans tous les aspects. Est-ce que tu peux nous parler un peu sur toi, ton lieu d'origine, ta famille et l'entourage dans lequel tu es grandi ? Donc, j'ai grandi dans le Loir-et-Cher, dans la région centre de la France. C'est une région qui est aussi tournée vers la gastronomie, comme beaucoup de régions en France. Et mes grands-parents, d'un côté agriculteurs et de l'autre côté transformateurs. Voilà, on nourrit mes parents de cette culture de bien manger, bien vivre, qui aussi me l'ont transmis à leur tour, même s'ils ont changé de voie et de métier. Et donc j'ai grandi avec des recettes familiales, avec des bons petits plats, le goût des pâtisseries aussi. Moi j'aime beaucoup le sucré. Donc je me souviens le dimanche, plutôt que d'aller régulièrement au restaurant parce qu'on n'avait pas les moyens, mes parents achetaient juste quelques gâteaux à la pâtisserie. Et donc ça c'était vraiment mon moment de plaisir de la semaine. Et puis rapidement en fait, pour satisfaire mes envies de gâteaux, j'ai commencé à faire mes propres gâteaux par moi-même très jeune. Et donc j'ai comme ça mordu à la pâtisserie et puis après au chocolat. Et alors, quelle a été ton formation professionnelle ? Oui, donc c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais par rapport à la pâtisserie maison, je commençais déjà, avant de rentrer au lycée hôtelier, donc une formation spécifique, je faisais déjà des gâteaux que j'essayais de vendre aux amis, à la famille, ou même pour faire plaisir aux gens gratuitement. Et donc c'est vraiment, voilà, j'ai développé plus que juste faire des gâteaux pour moi-même, mais comme démarrer une petite activité, mais vraiment très légère et pour le plaisir, voilà, en testant des recettes. Après, par rapport à la formation, donc comme depuis très jeune, je voulais être chef cuisinier au départ, et puis après, je me suis orienté vers l'idée d'être dans la pâtisserie. Mais donc, comme j'étais bon à l'école, je suis allé au lycée hôtelier à Blois, dans une ville qui proposait cette formation proche de chez mes parents. Et donc j'ai commencé un bac technologique hôtellerie-restauration. Donc c'est une formation générale sur la cuisine, le service, l'hébergement aussi. J'ai vu comment nettoyer une chambre, accueillir le client dans un hôtel, etc. La gestion, enfin voilà, c'était très complet. Et donc j'ai fait ce bac-là, et puis après j'ai changé de voie, parce que j'étais un petit peu écœuré. Bon, c'est un long parcours personnel aussi, mais qui m'a permis finalement de faire de l'hôtellerie et restauration, mais aussi voir d'autres choses. J'ai voyagé aussi avant de reprendre les études. Donc j'ai voyagé dans des fermes bio, parce que c'est un moment de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions. Et donc pour trouver des réponses, je me suis initié à travers le voyage. Et donc j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert l'esprit et puis qui m'ont permis de voir d'autres points de vue et découvrir plein de choses. Et donc à un moment donné, je me suis dit, je me souviens, j'étais dans une ferme avec des yourtes et dans la montagne, dans les Pyrénées. Et un jour, je me suis dit, ok, je comprends, j'ai comme une intuition de quel est le sens de ma vie. Parce que pour moi, c'est un fil conducteur dans tout ce que je fais. Quel sens ça a ? Et donc en fait, je me suis dit, peu importe ce que je fais, et ce qui est important, c'est que je le fasse avec amour et plaisir. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans les voyages, c'était me retrouver dans la cuisine des gens,
à leur faire des gâteaux, à leur faire à manger, et je voyais que je régalais tout le monde. Et c'est là que je trouvais ma place et mon utilité dans la société. Et donc je me suis dit, je vais reprendre les études, et je suis retourné au lycée hôtelier à Blois, et j'ai fait une mention complémentaire dessert de restaurant. Okay. Pour vraiment faire en un an de la pâtisserie. Et là, comme je savais ce que je voulais, que j'étais très concentré, en un an, j'ai beaucoup progressé. J'ai fait des concours aussi de pâtisserie, où je suis arrivé au niveau national en tant qu'étudiant. Voilà, j'ai fait des stages dans des très belles maisons à Paris, notamment au Bristol, et puis chez un meilleur ouvrier de France, Arnaud Larère. Et donc ça, c'était très, très fondateur, moi, dans ma vie professionnelle. Voilà. Et comment est-ce que tu es arrivé dans ce fascinant monde du chocolat alors ? En fait, j'étais pâtissier ambulant en bio sous mention Nature et Progrès, donc c'est un label associatif bio auquel on est adhérent avec la chocolaterie aujourd'hui. Et en fait, à travers ce label, donc moi j'étais pâtissier en Franche-Comté. C'est à l'époque je vivais là-bas. Donc ça c'était en 2015-2016, quelque chose comme ça. Et j'ai rencontré à travers l'association un paysan boulanger qui commençait à faire du chocolat bean to bar. Et en fait, en une réunion locale, on s'est retrouvés. Il a apporté une plaque de chocolat un peu brute comme ça, et il nous a fait goûter son chocolat. Et en fait, j'ai eu une révélation en me disant mais c'est extraordinaire, c'est le meilleur chocolat que j'ai goûté de ma vie. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et au départ, je voulais... c'est peut-être que je commence à répondre à d'autres questions. Enfin, au départ, c'était quelque chose que je voulais faire à côté de la pâtisserie. Et puis, en fait, j'ai plongé dans l'univers du chocolat et ça a pris toute la place, quoi. Mais je raconterai la suite plus tard. C'est comment que le projet La chocolaterie du Nouveau Monde est né ? Oui, donc à l'époque où j'ai découvert ce chocolat bean to bar, donc le chocolatier paysan boulanger qui m'a fait découvrir ça, il m'a donné des conseils, il m'a expliqué aussi un petit peu les principes, et donc je suis allé après faire plein de recherches sur internet. Et en parallèle de ça, donc je voulais démarrer, mais géographiquement parlant, on a bougé avec mon épouse et notre premier enfant. Et donc en fait, j'avais pas la possibilité de démarrer parce que on n'était pas installé, etc. C'était compliqué. Mais j'ai continué de me documenter en fait sur internet, donc avec YouTube notamment, et plein de recherches sur notamment des sites américains, parce que c'est là-bas que est né le mouvement Bean to Bar, et donc de la fève à la tablette. Et donc c'est seulement 3 ans et demi après avoir découvert le Bean to Bar que j'ai pu démarrer ma chocolaterie ici à Najac. Et est-ce que tu peux me raconter un petit peu plus sur comment est-ce que tu as démarré, ou comment est-ce que tu faisais les chocolats dans ce moment-là ? Ouais. Alors c'est vrai qu'au départ je voulais démarrer ma chocolaterie au Québec, au Canada, où on était avec mon épouse et notre fils. Et finalement, c'était à l'époque des confinements, et puis c'était compliqué en tant que migrant d'arriver. Enfin, ça n'a pas fonctionné. On est rentré en France, et avec du coup le projet de directement démarrer la chocolaterie, ne pas chercher du travail, mais vraiment ce projet-là, je l'avais travaillé déjà beaucoup là-bas, et donc j'étais prêt à me le lancer. Et donc on est arrivé ici dans le sud-ouest de la France, on cherchait dans ce secteur, et on a trouvé une maison à louer grâce à une amie à Najac. Et l'intérêt de cette maison, c'est qu'il y avait, en fait, c'était anciennement 2 appartements qui ont été réunifiés en une maison. Donc il y avait 2 cuisines. Donc ce qui me permettait d'avoir un labo, on va dire, prêt à l'emploi, avec du carrelage, un point d'eau, de l'électricité, et donc qui était tout propre. Et donc j'ai pu démarrer avec une première machine, un petit peu de matériel acheté rapidement, et puis commencer mon premier Noël en catastrophe, parce qu'on est arrivé le 5 novembre dans le logement, et le 6 décembre j'étais à faire mon premier marché sur le marché de Najac avec mes premiers chocolats. Alors au début c'était pas du bean to bar, j'ai fait au plus court et avec quelque chose que je maîtrisais, donc du chocolat acheté que je transformais en bonbons. Mais en 6 mois j'ai acheté le matériel avec l'argent que j'avais gagné sur le premier Noël, pour investir dans les premières petites machines et faire mes tests et commencer à faire mon propre chocolat. Je trouve que le nom de la chocolaterie est très intéressant. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que tu as choisi ce nom ?
C'est dans cette période de confinement où j'étais en pleine maturation sur mon projet, le sens qu'il a, les valeurs que je porte, et donc le nouveau monde, c'était pour moi vraiment marqué un commencement d'une nouvelle façon de fonctionner dans mon activité professionnelle. Donc pour moi c'est rempli de valeurs, pour moi c'est le nouveau monde que je veux voir émerger en termes de société, donc de rapport entre les êtres humains, dans la qualité des relations, dans le respect qu'on peut avoir les uns avec les autres. Je fais de mon mieux. Après c'est jamais parfait, mais voilà, je pense qu'on a le potentiel de faire vraiment beaucoup de belles choses sur Terre, et donc c'est comme ça que je veux l'incarner. Donc je voulais le marquer fortement sur la chocolaterie pour me donner une ligne de conduite vers des valeurs d'éthique et de qualité. Et est-ce que tu peux me raconter un peu sur la philosophie Bean to Bar de la fève aux tablettes? Ouais, donc c'est en fait c'est un mouvement pour donner un petit peu un cadre historique. Alors ça c'est ma propre interprétation de l'histoire. Voilà, c'est toujours difficile de rassembler tous les morceaux, mais pour moi c'est un mouvement donc qui est né aux États-Unis dans les début des années 2000 par là, et historiquement, je pense qu'aux États-Unis, ils ont pas la même histoire que nous en Europe vis-à-vis du chocolat. Parce que ils ont tout de suite eu les grosses industries qui se sont implantées sans avoir cet esprit artisanal que nous on peut avoir encore, même s'il a été perverti par du chocolat industriel de mauvaise qualité et opaque. Mais là-bas, c'est vraiment tout de suite la grosse industrie qui s'est implantée, et donc il y avait très peu d'offres soi-disant artisanales. Et donc il y a des hommes et des femmes qui se sont intéressés à comment refaire soi-même du chocolat avec des petits moyens, donc des petites machines à petit volume. Et donc il y a eu tout un travail de recherche et d'aller chercher des outils, créer des outils aussi pour pouvoir le faire. Et donc c'était très inspirant, et donc plus documenté en anglais et en américain pour moi-même commencer. C'est pour ça que j'ai beaucoup écouté et lu en anglais pour apprendre, parce qu'on n'apprend pas ces techniques-là, fabriquer son propre chocolat, on ne l'apprend pas à l'école en France dans des formations de chocolatiers. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu autodidacte, même si maintenant on trouve des formations privées pour le faire. Donc après, en termes de philosophie, Bean to Bar, donc l'idée c'était effectivement de faire du chocolat de manière artisanale soi-même, en tant qu'artisan chocolatier, depuis les fèves de cacao jusqu'au chocolat, en passant par toutes les étapes de transformation. Et quels sont les principaux produits que la chocolaterie fait? Alors on fait donc des tablettes de chocolat qui sont les plus simples possibles. On va du 100% pâte de cacao, on va dire, vraiment sans sucre, même cru, sans avoir torréfié le cacao. Après, si on redescend comme ça, je pourrais faire toute la liste, mais c'est un peu long. Mais en redescendant, donc on va faire après, on va faire un chocolat torréfié, donc 88% de cacao. On a du 86 à la poudre de date, qui est sucré avec de la poudre de date, qui est intéressante au niveau des bienfaits, d'un indice glycémique qui est bas. La poudre de date. On a du 80% poudre de date. Après, notre chocolat, on va dire noir classique, ça va être le 77. J'avoue que j'ai une façon de faire qui est, je fais toujours les mêmes pourcentages. Quelle que soit l'origine de la fève. Il y a des chocolatiers qui vont faire le choix de, selon l'origine, modifier le taux de sucre pour avoir l'équilibre parfait selon la fève. Donc chaque origine aura son propre taux de cacao, son propre taux de sucre. Moi, ma stratégie, c'est de montrer aux gens, finalement, sur la même base technique, l'expression du cacao, parce que si je change le taux de sucre, ça fausse l'expérience. Donc il y a un côté un petit peu scientifique, on va dire, le plus possible en tout cas, d'avoir un cadre qui est le même pour chaque recette, et pouvoir exprimer la fève différemment, voilà, par son terroir, son origine. Et ça a son type de fermentation, etc. Donc ça, c'est pour le 77, c'est un peu notre noir classique. Et puis ensuite, en descendant, on arrive au 55 lacté. Donc là, c'est un chocolat au lait intense, dans le sens où il est très cacaoté. Il est 3 fois plus cacaoté qu'un chocolat au lait industriel, en moyenne. En observant les compositions de chocolat au lait type industriel, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ressemblait plutôt à un chocolat blanc, dans lequel on avait mis un petit peu de cacao. Donc c'est pour ça qu'il est très clair en fait, et il est très sucré.
Et donc moi, pour faire un contre-pied, et puis aussi par rapport à mon goût, puisque je me réfère essentiellement à moi, ce qui me fait plaisir, trouver l'équilibre entre le sucre et le plaisir. Donc, l'idée, c'est d'avoir le moins de sucre possible sur chaque recette, mais qu'on soit dans quelque chose d'agréable. Et donc pour le chocolat au lait, mon équilibre il s'est trouvé à 55% de cacao, ce qui est très élevé, mais qui pour moi est parfait. En fait, c'est un peu mon chocolat préféré, puisqu'on a la douceur du lait, mais en même temps on a une belle intensité du cacao. Et puis j'avoue que sur le chocolat au lait, je mets un petit peu de vanille parce que j'adore la vanille et je trouve qu'elle se marie très très bien avec le cacao. Et en redescendant encore, on arrive au chocolat blanc. Donc j'appelle naturel parce que j'ai pas parlé du sucre, mais on travaille que avec de la panela ou du rapadura. Donc c'est deux noms de régions différentes du monde pour désigner un sucre complet de canne. Et ce sucre, il a une couleur brune, rousse, qui va teinter le chocolat. Et donc ça donne de manière générale, ça donne un petit peu une signature aromatique à nos chocolats. Qu'on assume, puisque pour moi c'est meilleur pour la santé le sucre complet. Ça a été vraiment confirmé par des études que le sucre complet est plus digeste qu'un sucre blanc, moins agressif pour le système pancréatique et au niveau neuronal. Donc c'est assez intéressant au niveau digestion, et donc voilà, c'est pour ce fait-là qu'on utilise le sucre complet. Puis c'est aussi un sucre qui peut être aussi fait par des petites coopératives. On n'est pas nécessairement sur du sucre industriel blanc raffiné. Donc ça me plaît aussi, parce qu'on a des belles filières aussi au niveau du sucre. Et donc le chocolat blanc, il a une teinte assez beige, on va dire, du fait du sucre complet. Et puis aussi la vanille qu'on met en gousse entière, qui est broyée, qui va griser un petit peu le chocolat. Donc il a une très belle couleur et il a un goût qui est unique. Voilà. Ça c'est pour les chocolats un petit peu de base. Après, j'ai une approche assez classique aussi de la chocolaterie, dans le sens où on va faire les bonbons, les pralinés. Donc les bonbons, ce qu'on appelle en chocolaterie les bonbons, c'est le format des petites bouchées enrobées ou moulées. Donc nous on fait que de l'enrobé pour les petites pièces. Après j'ai développé des petites spécialités comme les cristaux, des pâtes à tartiner. On a aussi la tisane de cacao. On valorise les écorces en infusion. Il y a beaucoup de produits. Le mieux c'est de venir nous voir ou d'aller sur notre site internet pour s'en rendre compte. Et puis je parle enfin, ça y est, mes derniers bébés, enfin mes recettes favoris sont les plaques gourmandes. Donc ça c'est un peu nos produits stars. Et donc le principe c'est né en fait d'un reste de production. C'est-à-dire qu'avec mon premier apprenti, on coulait donc des cadres pour faire des bonbons justement de fourrage, et il nous restait une masse de fourrage, donc un praliné amande à l'époque, je me souviens, un praliné amande avec ses éclats d'amande et son crémeux là, on l'a coulé sur une plaque en se disant on s'en occupera plus tard. Et puis je me suis dit j'ai pas envie de le refondre pour le remettre en cadre, etc. Donc je vais juste mettre un coup de chocolat dessus, un coup dessous, et puis ça m'a fait une espèce de plaque gourmande comme ça que j'ai vendue à la casse. Et en fait ça a tout de suite très 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 bien marché. Et donc après c'est devenu un petit peu notre produit star, et on l'a décliné sur différentes recettes. Aujourd'hui, on a 6-8 recettes qu'on présente comme ça, et elles continuent d'évoluer. On a encore plein de belles surprises autour de ce produit qui va faire des merveilles. Je suis très curieuse sur quel de tous les produits que vous avez, et c'est lequel est ton préféré? Alors, je te l'ai fait goûter cet après-midi. Et donc, en fait, c'est les noisettes. Donc, c'est comme un sandwich, on va dire. Donc, on a deux plaques de chocolat au lait, qui renferme à cœur un fourrage praliné chocolat au lait et praliné du chocolat au lait. Je recommence. D'accord. Bah tu vois, hop, j'en ai une ici. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc en fait, voilà, ça se présente comme ça. Donc on a deux couches extérieures, donc de chocolat au lait, avec à l'intérieur qui renferme un praliné chocolat au lait noisette, avec des éclats d'amandes caramélisés au sucre complet et des éclats de noisettes. La particularité au niveau texture, c'est que en fait, quand on va croquer dedans, on va avoir un premier cassant du chocolat dessous. Donc en fait, des deux côtés des dents, il y a quelque chose de résistant. Et puis ça casse. Et là, hop, on arrive dans quelque chose de très crémeux, de fondant.
Donc ça, j'adore ce jeu de texture. Et hop, et au milieu de ce fondant, on a des petits croquants, des petits croustillants qui apparaissent de temps à autre. Et du coup, c'est vraiment très très gourmand. Et ça plaît énormément. Et donc ce format-là, c'est vraiment la dernière version qu'on a sortie, qui est plus épaisse et encore plus gourmande. Voilà. Et voilà, ça paraît gros. Mais en fait, ça se coupe très bien au couteau, assez net. Donc, on peut très bien couper des petits morceaux ou même à la main. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Oh, trop bien. Et donc, c'est extrêmement gourmand. Et en fait, ça paraît énorme et gros. Et en fait, quand on les mange, comme c'est peu sucré, malgré toute cette gourmandise, en fait, c'est pas du tout écœurant. Et donc, on peut facilement se manger un morceau comme celui-ci, par exemple, sans avoir cet effet de surdose de sucre. Et donc en fait ça se mange très très bien. C'est un aliment qui paraît effectivement, on se dit c'est du chocolat, il faut pas en manger beaucoup, mais comme on est sur vraiment des taux de sucre qui sont bas et des ingrédients de qualité, en réalité c'est un aliment qui est nourrissant mais qui est pas écœurant ou qui va vous rendre malade. Enfin voilà, c'est vraiment très très agréable. Bon, merci beaucoup. Quel type de cacao est-ce que vous travaillez le plus? On travaille tous les cacaos. J'ai expérimenté peut-être plus de 20 pays différents, producteurs de cacao, différents terroirs, de différents producteurs. Donc au final, j'ai pu en 4 ans tester vraiment plein de cacao à travers le monde grâce à différents sourceurs, ce qu'on appelle dans le métier, c'est donc des importateurs qui vont aller au contact des producteurs ou des centres de fermentation, des coopératives pour sélectionner et créer des partenariats autour de très bons cacao. Et donc en bénéficiant du travail de ces personnes-là qui sont aussi dans des démarches très éthiques, j'ai pu expérimenter plein de cacao. Et donc j'ai pas de règles fixes par rapport à quel cacao travailler ou pas. Mais j'avoue, aujourd'hui, je constate que j'ai une préférence quand même pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, où c'est donc le bassin historique du cacao, et où il y a vraiment quand même une grande qualité, et puis des variétés qui sont très intéressantes aromatiquement. Donc voilà, aujourd'hui je continue d'explorer, même si je commence à avoir certaines préférences et certains partenariats aussi qui se mettent en place. Et je suis curieuse, comment est-ce que tu choisis un cacao? Alors, pourquoi une fève ou une origine et pas une autre? Il y a plusieurs critères. Il va y avoir le critère de la qualité du tri, par exemple. Le premier élément qu'on regarde, en tout cas, quand on ouvre un sac de fèves, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de déchets? Est-ce qu'il y a des fois on retrouve des cailloux? On peut trouver des fèves plates, des branches, voilà, parce que c'est un produit naturel qui est fait dans des conditions de village, etc. Donc ça peut être plus ou moins bien réalisé en termes de préparation du cacao au niveau du séchage et du tri. Donc ça, c'est important pour moi en tant que chocolatier pour gagner du temps, et c'est un signe aussi de qualité, de soin qui a été apporté aux fèves. Donc ça, c'est un premier critère. Après, je vais goûter les fèves crues. Donc ça va être une première expérience qui va me dire si ça me plaît ou pas, en sachant que des fèves qui sont pas suffisamment fermentées ou bien fermentées, on va avoir des marqueurs de défaut. On va sentir au palais comme une astringence. Que ça, l'astringence, on peut pas la retirer à travers le travail du chocolatier. Il y a des techniques, mais qui vont finalement détériorer la qualité finale. Okay. Par exemple, un industriel qui travaille avec des fèves de très mauvaise qualité, ou quel que soit le chocolatier, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est surcuire le cacao, donc voire presque le brûler au niveau de la torréfaction, pour camoufler, on va dire, aller chercher des notes très grillées pour camoufler l'astringence ou des notes désagréables qui peuvent être aussi surfermentées, moisies. Enfin voilà, il y a plein de défauts qu'on peut trouver dans le cacao. C'est un produit fragile qui a un processus, en fait, j'en ai pas parlé plus tôt, mais où on a une récolte qui doit, après on ouvre un fruit en climat tropical qui peut donc très vite tourner à une mauvaise fermentation avec de la moisissure, donc il faut vite
il faut vite le transformer en fermentation. Donc il y a un processus à respecter, il faut bien que la fermentation elle se passe bien, que ça soit contrôlé, qu'il faut les outillages, les connaissances. Et donc il y a un certain nombre de producteurs sur Terre qui n'ont pas toutes ces compétences et ces moyens qui leur ont été donnés ou pas pour bien le faire. Donc, et nous on est dépendants en fait, en tant que chocolatier, on est dépendants de la qualité du travail des producteurs et des centres de fermentation avant nous. Donc les réseaux par lesquels on passe pour avoir de bonnes fèves, ils sont importants, et donc c'est d'où notre lien avec des sourceurs qui sont dans cette démarche Bean to Bar. Et donc de là, ils ont un rôle. Je suis désolé, je reviens un petit peu en arrière, mais ils ont un rôle très important de lien entre le chocolatier pour nous apporter une qualité. Nous, on va donner une bonne rémunération, on va vouloir des informations sur le bien-être des producteurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je parlais de ces maillons d'une chaîne, et donc chacun a sa responsabilité à jouer, et donc on a tous intérêt à être conscients de ce qui se joue et des potentiels qu'on a, parce que avec cette motivation que les producteurs peuvent avoir à vouloir faire de la qualité et moi à vouloir faire du bon chocolat, on peut arriver à de très 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 bons résultats qui peuvent être très surprenants et vraiment être dans l'excellence. Donc je crois à cette excellence que j'aimerais démocratiser. Je suis désolé, je pars un petit peu dans la philosophie Bean to Bar, mais voilà, on y revient parce que c'est ça le fil conducteur. Et donc pour mon choix de fèves, ça se présente comme ça. Donc il y a le rapport humain, la qualité de la fève en elle-même, et puis après il y a un goût, quelque chose de plus personnel qui va être le goût que j'aurai au final avec mon type de torréfaction, ma recette, et voir comment ça résonne et est-ce que ça me plaît simplement au niveau du goût. J'ai constaté qu'il y a des fèves que j'ai travaillées qui plaisaient à certains clients et moi ne me plaisaient pas du tout. Donc après c'est plus difficile pour moi à vendre parce que j'aime vendre ce que j'aime, je vends ce que j'aime, donc j'avais du mal à les vendre, mais je me suis rendu compte que ça plaisait à certaines personnes. Donc c'est comme quoi c'est très personnel, et donc moi je vais vers des cacaos qui me plaisent particulièrement personnellement, donc avec peu d'acidité, ou alors des belles acidités comme certains fruits rouges ou certains agrumes. Et puis j'aime surtout les notes noissetées, florales, boisées, voilà. Et quelles sont les actions ou de quelle façon est-ce que la chocolaterie, surtout comme produit, le chocolat, peut être soutenable, durable, écologique? C'est un cheminement. C'est un cheminement dans le sens où on fait de notre mieux aujourd'hui avec les moyens qu'on a. La filière cacao, elle est en train d'évoluer très très vite. Justement, pour moi, vers plus de transparence, vers plus de qualité. Après, il y a la question du transport qui se posait, que tu as soulevé, avec le transport à la voile, qui est très intéressant au niveau écologique, avec une certaine aussi idée de slow life, voilà, de prendre plus de temps et voilà, il y a une certaine classe. Et après, par rapport au transport à la voile, on en a fait un petit peu grâce à un autre chocolatier, Théo, que je salue, qui a mis en place des partenariats avec des voiliers, et puis qui a organisé l'achat à distance de fèves de cacao directement auprès de producteurs, qu'il a pu financer en transport à la voile et ramener et partager avec d'autres chocolatiers. Donc j'ai pu bénéficier de son réseau. Après, aujourd'hui, c'est une façon de faire qui coûte très cher, puisqu'on va très très bien rémunérer chacun des acteurs, et c'est un coût supplémentaire de transporter à la voile. Donc par rapport au transport à la voile, aujourd'hui ça coûte très cher parce que ce sont des bateaux qui ne sont pas faits pour transporter des grandes quantités de marchandises. Donc on connaît aujourd'hui le principe d'économie d'échelle, où plus on va avoir une capacité grande et plus ça vaut le coup de transporter, et ça baisse le coût au kilo de chaque produit. Donc là, c'est des bateaux par lesquels le cacao est passé et qui ont de petites capacités avec des grands équipages. Donc voilà, c'est des coûts logistiques importants. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des compagnies qui sont en train d'organiser un nouveau transport à la voile qui soit fait pour le transport de marchandises, avec des plus grandes capacités, qui soit optimisé. Et donc là, on va pouvoir arriver à des coûts qui sont plus bas et compétitifs
vis-à-vis du transport classique porte-conteneurs au pétrole qui pollue bien, mais qui a des grosses capacités, qui va très vite. Donc aujourd'hui, la filière transport, elle est en train d'évoluer aussi pour cette nouvelle demande de transport éthique. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de venir tranquillement. Il y a des entreprises qui sont plus avancées que d'autres dans ce transport en termes d'achat, mais nous, moi, j'ai envie personnellement, et je vais emmener la chocolaterie du Nouveau Monde dans cette démarche-là d'éthique, aussi sur le transport. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Pour continuer avec la question sur les produits plus soutenables, est-ce que tu peux me parler sur les autres produits, les autres ingrédients que tu utilises dans la chocolaterie? Oui, donc il y a par exemple le sucre dont je parlais, la panela, qui donc un sucre complet. Là, une coopérative avec qui on travaille indirectement via un sourceur qui est Thomas de la société Sol Alter. C'est que c'est des plantations de canne à sucre où ils vont finalement couper donc les cannes qui poussent et ils vont laisser le champ en place et laisser repousser de nouvelles pousses qui vont pouvoir retailler et ainsi de suite. Donc c'est des champs plus permanents comparativement à certaines industries de la canne à sucre où ils vont faire une plantation de canne, ils vont récolter, tout broyer et recommencer plus loin, etc. Donc il y a mon objectif, c'est de trouver des producteurs qui sont dans une dynamique agroécologique et de pouvoir travailler avec eux. Donc au niveau du cacao aussi, je reviens un petit peu, mais on parle aussi des ingrédients, mais les filières avec lesquelles je suis en train de commencer à me positionner au niveau cacao sont des projets vraiment agroécologiques où il y a une durabilité. Voilà, c'est le mot aussi que je pense que tu cherchais dans soutenable. La côté durabilité, et donc moi le côté agroécologique me passionne. J'en ai pas parlé, mais une partie de ma vie j'ai fait une formation en agriculture biologique, et puis c'est un sujet qui m'intéresse depuis jeune. Je mange bio depuis que j'ai 18 ans, et c'est vraiment un choix de vie. Après le bio étant une démarche et pas un aboutissement. Donc je me dis qu'en favorisant des produits bio, qu'ils soient labellisés ou pas d'ailleurs, mais dans la démarche de culture, c'est de participer à des actions où on essaie de faire mieux que ce qu'on fait avec des produits chimiques. Donc voilà, on sélectionne, nous, avec notre capacité à acheter des produits, on va essayer de sélectionner des producteurs qui jouent ce jeu-là aussi de respecter la terre et la faire vivre. Donc par exemple les noisettes, amandes, noix, ce qu'on peut trouver en France, on travaille en direct avec des producteurs du Lot-et-Garonne, donc c'est pas très loin de chez nous, on a 2 heures de route, 2 heures et demie, et donc là c'est pareil, c'est un partenariat en commerce direct, et donc on soutient directement l'économie de producteurs qui ont pris leur indépendance vis-à-vis de coopératives qui pratiquaient des prix qui ne leur permettaient pas de vivre. Donc là, ils prennent aussi, c'est des liens qu'on tisse comme ça avec les uns et les autres. Et puis, c'est que le début, ingrédient par ingrédient, mon but, ça va être d'améliorer la qualité à la fois du produit en lui-même, donc trouver les variétés et des fruits ou des ingrédients qui soient les meilleurs possibles en termes de qualité gustative par exemple, mais aussi en termes éthiques et de rémunération et écologique vis-à-vis du mode de production. Et là par exemple, notre dernière nouveauté, c'est au niveau de l'approvisionnement des pistaches. On a trouvé des producteurs à qui travailler en direct d'Espagne, et elles sont vraiment succulentes, quoi. Tu parles beaucoup sur la communauté, et est-ce que tu peux me parler un peu plus sur comment est-ce que la chocolaterie contribue à la communauté, et surtout est-ce que tu peux me parler un peu sur l'équipe de la chocolaterie? Oui, donc historiquement, j'ai commencé tout seul en 2020. Après, j'ai embauché un premier apprenti pour m'aider à faire grandir l'entreprise. Ensuite, la deuxième année, j'ai pu rencontrer un couple de Najac qui m'ont aidé à créer l'atelier boutique. Et en parallèle, j'ai pris une autre apprentie qui a pris le relais du premier, parce que c'est des apprentissages en chocolaterie qui peuvent être que d'1 an. Et donc ça, c'est un petit peu le phénomène de croissance, hein. Donc démarrage à la maison, 1 an avec après un apprenti, ensuite l'atelier boutique avec Pascal qui a rejoint la chocolaterie
On a lancé donc à 2 la chocolaterie avec une apprentie. Et puis ensuite, on est passé à 3. Et puis 4. Et aujourd'hui, on est rendu à cette année 3 salariés. Et puis 3 apprentis, donc on est 7 au total. Donc c'est vraiment un pari que je fais sur l'avenir, puisque là on est nombreux, on va dire, par rapport aux chiffres qu'on fait aujourd'hui, mais on prévoit Noël déjà, qui est un très gros pic de travail, et puis un développement de la chocolaterie progressif. Donc ça c'est vraiment, on sent heureusement un engouement des clients pour la chocolaterie, mais aussi de personnes qui sont venues toquer à notre porte pour trouver un apprentissage ou pour travailler. Et donc on a aujourd'hui une belle équipe avec Mathis, responsable de production, Pascal, responsable vente, et puis Sophia, Angelina et Jade en apprentissage, et Edgar, responsable photo-vidéo, et puis moi qui essaie de joindre un peu tout le reste. Voilà, donc c'est une belle équipe pour cette année, et j'espère que ça va continuer de grandir comme ça. Donc ça c'est par rapport à la chocolaterie. Après, au niveau local, on est implanté dans un village de 700 habitants à l'année, où il y a certes du tourisme, mais voilà, ça reste ça reste très rural. Et donc on amène de la vie tout simplement. On est un commerce qui est ouvert à l'année, donc les gens, même l'hiver, peuvent venir boire un café, prendre quelques chocolats. Donc c'est un service humain qu'on rend de pouvoir se côtoyer les uns les autres, d'accueillir les gens, de discuter, de prendre des nouvelles. Donc pour moi ça c'est important, cette connexion aux gens qui rentrent chez nous et puis qu'on accueille avec beaucoup d'amour. Et puis aussi au niveau associatif aussi, on commence à avoir un petit rôle, puisque ne serait-ce que là on est encore un certain temps en Noël, et cette année il y a un certain nombre d'écoles, d'associations de parents d'élèves qui nous ont contactés pour faire vendre des chocolats avec l'école et pouvoir prendre une marge et gagner de l'argent pour financer les projets scolaires des enfants. Donc ça c'est une manière pour nous de contribuer aussi à la vie locale, avec les associations par exemple. Avant, tu m'as raconté un peu sur la tablette de chocolat avec les boulangères qui t'a fait complètement changer d'opinion sur les chocolats. Est-ce que tu as réussi à faire une tablette de chocolat assez bonne comme celui? On a des bons résultats, oui. Après, je me souviens pas en fait c'était comme un élément déclencheur, mais je pourrais pas dire aujourd'hui quel goût il avait. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi je me régale avec notre chocolat. Et puis voilà, je voyage comme tout le monde, dans le sens où chaque nouvelle origine va m'apporter de nouvelles saveurs, et ça j'adore. Après c'est sûr que la plaque gourmande que j'ai présentée tout à l'heure, ça c'est vraiment mon doudou qui me plaira tout le temps. Et voilà, donc oui, on fait normalement, on essaie de faire du bon chocolat. Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Sophia pour cette première interview, et on a plein d'idées de sujets qu'on aimerait vous partager. On espère que ça vous plaît, ce format. On est effectivement sur quelque chose d'un petit peu long, mais c'est assumé parce qu'on va aller loin dans les détails pour vraiment vous nourrir de votre passion qui est partagée avec nous, qui est le chocolat Bean to Bar. Merci. Merci, à la prochaine.